Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Notre invité politique de cette semaine vient de Côte d'Ivoire. Il est de formation fiscaliste, a fait ses études ici à la Sorbonne. Tout allait bien pour lui en France, mais un jour, il a eu un appel peut-être de ses ancêtres, il nous le dira, peut-être de quelqu'un de sa famille, peut-être d'un homme politique. Et il a décidé de retourner dans son pays d'origine pour se lancer en politique. Il a été député indépendant dans son pays, candidat aux élections présidentielles de 2015. Aujourd'hui, il est en France et vient de lancer un mouvement. Nous allons un peu, succinctement parcourir son parcours professionnel et politique. Et ensuite, il nous parlera de ce mouvement qu'il vient de lancer. Il a lancé hier. Bonjour, monsieur Kakou. Bonjour, monsieur Mafou. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Ben, je vais bien, merci. En tout cas, plaisir de me retrouver chez vous. Et d'entrée de jeu, c'est vrai qu'avant que vous ne me posiez une question, je voudrais vous dire merci. Merci pour me permettre, à travers votre chaîne, de parler à mes compatriotes. Actuellement, on en a besoin, vu tout ce qui se passe, et en Afrique d'abord, avec le problème de la Libye, peut-être qu'on y reviendra. On devait commencer par cela. Aussi le problème, la crise, sinon la guerre froide qui existe actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Abidjan. Alors, comme vous l'avez vu, je ne sais pas, les hommes politiques ont souvent un quatrième ou un troisième œil que nous, journalistes, n'avons pas. Effectivement, l'actualité, c'est la situation des Africains subsahariens en Libye en ce moment. Qu'est-ce que cela vous évoque? Non, mais écoutez, parce que on a la plupart des Africains qui sont pris dans un étau, un peu comme dans un piège, en Libye. Ils ne peuvent pas avancer parce que la mer les refoule et des millions, des milliers meurent dans cette Méditerranée. Ils ne peuvent pas faire marche arrière, c'est-à-dire retourner dans leur pays parce qu'ils souvent n'ont plus de moyens. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont sujets à tout. Ils sont vendus comme des bêtes, comme des objets. Ils sont torturés. Nous savons cette situation, M. Kako. Nous savons tous cette situation parce que vous nous énumérez ce que nous voyons tous les jours à travers les vidéos que nous recevons, à travers les témoignages. Nous allons aller droit au but. Pour vous, à qui imputez-vous la faute dans cette situation en Libye? Moi, je suis très, très écœuré. J'ai même des larmes aux yeux. Pourquoi, quand il s'agit de l'être noir, les choses sont aussi dures et incompréhensible? Comment est-ce que à 2017, on ose encore traiter des êtres humains d'esclaves? C'est inadmissible. Il y avait eu une guerre en Libye pour dégager Kadhafi. Oui, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu une guerre, je ne sais pas s'il y a eu une guerre, je ne pense même pas qu'il y a eu une guerre. Tout à fait. De 2013 à maintenant, il y a eu plus de Noirs morts en Libye que les éléments même qui ont causé la guerre en Libye. Et à ce moment, qui avait provoqué l'intervention Nous allons y arriver, M. Kako. Ma question était celle-ci. À qui imputez-vous la faute de la situation qui prévaut aujourd'hui en Libye? À qui? Pour moi, je dis, j'interpelle l'ONU, j'interpelle la France, j'interpelle les États-Unis. La faute est donc à l'ONU? La faute est à l'ONU, la faute est à la France, la faute est aux États-Unis. Puisque ce sont ces trois, disons, entités qui ont causé cette merde en Libye, ce désordre. Mais vous savez, M. Kakou, il est très facile d'imputer la faute à la France. Je suis d'accord avec vous, mais imputer la faute qu'à la France, qu'à l'ONU, qu'au Royaume-Uni, c'est trop facile. Avant que cette situation ne prenne de l'ampleur en Libye, elle a toujours existé dans le Maghreb. Au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, j'étais bénévole à la Croix-Rouge française. Service des primos arrivant à Roissy-Charles de Gaulle il y a de cela 16 ans, nous recevions régulièrement des demandeurs d'asile noirs venus de Mauritanie et qui étaient sujets à ces fléaux-là. Donc, la situation ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais la situation s'est beaucoup empirée. Actuellement, on parle d'esclavage, on parle de torture. Et l'ONU, quelle est sa mission? L'ONU est faite pour
pour gérer ce genre de situation. Je suis d'accord. C'est cela que j'accuse l'ONU. L'ONU, je pense que vu la situation qui est assez grave, l'ONU peut diligenter, même pas une enquête, mais au moins envoyer la casse bleue. Des casques bleus. Ah oui, quand même. Mais oui. Vous semblez naïf. Avez-vous déjà vu la paix régner dans un pays où l'ONU a envoyé des casques bleus? Ah oui, mais regardez la RDC, regardez la Centrafrique, vous avez vu la paix là-bas? Regardez au Soudan. Oui, mais là, il n'y a pas de paix. Et même chez vous en Côte d'Ivoire, y a-t-il de la paix? Oui. Là, en Côte d'Ivoire, il y a un semblant. Ah, il y a un semblant. Il y a un semblant. Il y a pourtant des casques bleus de l'ONU partout. En Libye, c'est grave. Il n'y a pas du tout de paix. C'est un désordre. C'est un peu comme un foutou. C'est un désordre humanitaire qui se passe en Libye. Donc, les casques bleus, avant qu'ils ne régularisent la situation de façon qu'elle devienne normale, ils peuvent envoyer bien les casques bleus pour créer un couloir humanitaire, permettre à ces Africains de voir comment on peut gérer la situation. Soit ils demandent l'asile en Libye, ce qui n'est pas faisable dans un pays totalement désorganisé. Déjà désorganisé. Soit on les évacue où ils veulent avancer, ou alors on les achemine à leur point d'origine. Mais on ne peut pas laisser la situation en l'état, c'est pas possible. Alors, lorsque je vous demande à qui attribuez-vous la faute, j'attendais que vous me donniez 2 responsables au minimum. Le système peut-être, mais surtout les chefs d'État africains. Non, c'est facile. Où il n'y a pas de tort, les chefs d'État africains n'ont pas de tort dans cette situation en Libye. Je ne suis pas dans cette logique que les Africains disent, c'est nos chefs d'État. Écoutez, la situation nous incombe tous, M. Moafou. Oui. La situation nous incombe tous. Nous devions prendre part active dans la construction de nos pays. Chose que nous ne faisons pas, soit nous sommes exilés à l'étranger, soit même quand on est dans notre pays, bon, on est très complaisant parce que soit on a un petit poste, on est un peu léger dans notre façon de prendre les choses entre nos mains. Et moi, je pense que si les Africains s'investissaient beaucoup plus, on aurait moins de chefs d'État corrompus. On aurait moins de chefs d'État inconscients. On aurait moins de chefs d'État liés, bras et pieds. Monsieur Niabo Kakou, vous semblez me servir un discours réchauffé là. Parce que dire que si l'Africain s'investissait plus dans son pays, on aurait moins de chefs d'État corrompus. Qui est le corrupteur et qui est le corrompu? D'accord, nous avons identifié le corrompu qui est le chef d'État africain ou l'Africain. Et qui est le corrupteur? Non, mais parce que nous, on croit que c'est bien, monsieur Moafou, parce que nous vivons dans un pays, ici en Europe, les choses se passent très bien, il y a les droits de l'homme qui sont respectés, mais les choses ne sont pas arrivées tombées du ciel. Hein? Les Français ici, ils ont construit leur pays. Ils se sont à un moment donné... C'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que vous dites. 1989 jusqu'à... Ils ont construit leur pays. D'accord. Ils ont vraiment construit leur pays. Et pour arriver à cette liberté. Je vous réinviterai donc ici. nous aussi, Africains, nous pouvons faire pareil. Non, on ne peut pas attendre que oui, ok, bon, monsieur... On ne demande pas, monsieur Niabo Kakou, on ne demande pas aux gens de venir faire en Afrique. On demande à certaines grandes puissances de permettre que l'Afrique se fasse. Car vous savez, comme moi, nous le savons tous les deux, que si les chefs d'État africains, entre guillemets, dirigeaient, avaient un temps soit peu, un peu de patriotisme en eux, dirigeaient un peu bien leur pays, ces jeunes gens ne prendraient pas la route pour la Libye. Non, mais, oui, nous savons. Écoutez, l'homme est ce qu'il est. À partir du moment où on a peu de contrôle, on a peu de regard des autres sur soi, on a un comportement un peu égoïste. Moi, je demande que nous, Africains, on prenne possession de notre destin. Si nous prenons possession de notre destin, l'extérieur, malgré son aspect assez nanti, aura peu d'effet sur nous. Les Chinois l'ont réussi, les Japonais l'ont réussi, l'Asie est en train de réussir. Mais qu'est-ce que nous attendons? On se dit non, parce que oui, les Occidentaux nous empêchent, ils nous empêcheront, mais non, ils nous empêchent parce que nous ne sommes pas soudés. Ils nous empêchent parce que nous sommes dispersés. Ils nous empêchent
Parce que d'abord, nous-mêmes, nous ne savons pas réellement ce que nous voulons. Monsieur Yabo Kakou, je vais conclure cette première partie en vous faisant remarquer que dans votre pays, la Côte d'Ivoire, il y avait quelqu'un qui souhaitait construire ce destin-là, et ce sont des hélicoptères français qui sont venus le déloger. Nous le savons tous, et je peux le dire ici, car c'est une autorité publique désormais. Donc, même ceux qui ont la volonté sont délogés de force par des forces extérieures. La France, en Côte d'Ivoire, comme dans bien d'autres pays, en Afrique. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur Mafou. Alors, quand vous demandez aux Africains de prendre leur destin en main, oui, lorsqu'ils le prennent, c'est l'extérieur qui vient les déloger. Non, ça ne se fait pas de façon soudée. On voit un individu qui se lève et qui prend position. Il devient fragile. Comment il s'appelle, Thomas Sankara, parce que ce sont des individus, Laurent Désiré Kabila, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas retourner à Patrice Lumumba et consort. Ainsi de suite. Ce sont des individus qui ont dépassé leur temps et ils deviennent fragiles. Voilà ce que je demande, c'est que nous, Africains, bien nous, vous, moi, petits, grands, on se met en bloc, notre destin, c'est nous. Et si on est en bloc, je vous assure, monsieur Mafou, les choses vont bouger. Oui, si on est en bloc, les choses vont bouger. Parce que vous pensez que les Occidentaux sont en bloc, vous ne voyez pas l'Europe en train de se disloquer là? Non, l'Europe, non, les Européens sont en bloc. D'accord. Partout où un Européen a ses intérêts touchés, sa communauté le couvre tout de suite. Oui, tout de suite. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Mais monsieur Mafou, vous êtes ici, vous avez un souci. Pensez-vous que votre ambassade va se poser une petite question, à savoir l'aspect de l'homme est au centre de la préoccupation occidentale. Tout à fait. Je suis d'accord avec là-dessus. J'en ai profité d'ailleurs. Est au centre. Mais l'Afrique, on n'a pas encore cette conscience. Mais voilà ce que je reproche. Voilà ce que je reproche à vos chefs d'État. On n'a pas entendu la voix d'un seul d'entre eux. Écoutez, ni M. Alassane Ouattara, ni M. Bouhari du Nigeria, dont les compatriotes meurent à Massaba, ni M. Paul Biya du Cameroun, ni M. Ali Bongo, qui est prompt à venir pleurer ici, qui sont tous prompts à venir être des charlots en France quand il y a trois disparus. Oui, mais je pense on les entend pas. Effectivement, sur le fond, on ne se comprend pas. C'est des hommes isolés. Moi, je demande l'Afrique. Si la Côte d'Ivoire forme un bloc, Côte d'Ivoire, pays qui se prend en charge, le Ghana, ainsi de suite, vous verrez que les choses ne se passeront plus jamais comme ça. Très bien, nous allons entrer dans le cœur de ce qui vous amène ici aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2017. Hier mardi, sur le journal d'un confrère que je vais citer ici, Kouassi.com, vous avez annoncé votre intention d'organiser une marche qui partira de Noé jusqu'à Abidjan. Pourquoi l'idée de l'organisation de cette marche-là? Merci beaucoup, monsieur Mafou. La Côte d'Ivoire compte 60 ethnies. 60. 60 groupes ethniques ont pour seul territoire les 322 000 km². On ne peut pas soustraire un seul. C'est-à-dire que nous sommes des 60 ethnies liées comme les 5 doigts de la main. Depuis 2010, ça peut remonter jusqu'à 1995, ainsi de suite. Il y a une crise qui se vit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est divisée, surdivisée et cloisonnée. Je pourrais même vous dire que depuis le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de paix. C'était le jour du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait, merci beaucoup. C'est cette même situation qui continue. Vous voyez, actuellement, c'est un peu comme les 5 doigts de la main. Il y a 2 doigts qui veulent se mettre ensemble contre les 3 autres, ou bien 3 qui se mettent... Non, les 5 doigts doivent travailler ensemble. Donc depuis, effectivement, récemment, 2010, on a des prisonniers politiques qui meurent, qui sont arrêtés plutôt, excusez-moi, et beaucoup sont sans jugement. On a des Ivoiriens qui sont contraints à l'exil. Et ces Ivoiriens contraints à l'exil meurent tous les jours et personne n'en parle. Ils meurent tous les jours, dans l'indifférence totale. On a aussi un ancien
le président Gbagbo, qui est jugé à l'extérieur, à La Haye. La division tue la Côte d'Ivoire. Si on veut que demain, il y ait une Côte d'Ivoire qui existe, il faut que nous, Ivoiriens, prenions notre responsabilité d'accepter que, ok, il faudra qu'on comprenne qu'il y a eu un passé entaché, mais nous pouvons nous pardonner et puis nous mettre ensemble pour aller et regarder devant, travailler ensemble. C'est la seule façon de sauver notre pays. D'accord? Sinon, tout ce qui se passe est éphémère. Et c'est pour ça que moi, j'en appelle au président de la République, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. J'ai été moi-même candidat aux élections présidentielles. Oui, je l'ai énoncé, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous demandez à M. Alassane Ouattara? Je lui demande pardon. Pardon, pourquoi? Vous lui demandez pardon, pourquoi? Je lui demande pardon. Pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, je lui demande pardon. Qui libère les prisonniers politiques. Je lui demande pardon qu'il mette un aménagement pour que ces Ivoiriens contre l'exil rentrent en Côte d'Ivoire. Je lui demande pardon pour qu'il fasse arrêter ce procès qui se passe à La Haye. Parce qu'on croit qu'on juge un homme, le président Gbagbo, ce n'est pas le président Gbagbo qu'on juge. Parce que chaque fois, de temps en temps, quand je regarde la télévision, qu'est-ce que j'entends? On parle de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est mise à nu. C'est la Côte d'Ivoire qui est jugée. Mais certains voient un homme. Mais non, Gbagbo, il s'en fout. Ok. Donc pour la Côte d'Ivoire, je demande vraiment pardon au président Alassane Ouattara. Qu'il fasse ce geste. Et c'est ce geste qui va caractériser vraiment son mandat. C'est ce geste que toute la Côte d'Ivoire va retenir. Vous voyez que, monsieur, il y a le 11 octobre, les éléphants ont été éliminés pour la Coupe du Monde qui se déroule l'année prochaine. Vous savez que la Coupe du Monde, c'est un événement extraordinaire. Quand un pays remporte la Coupe du Monde, c'est une exaltation. Tout à fait. Ça booste même l'économie. Tout à fait. Mais ces joueurs n'ont pas été qualifiés. Alors que, actuellement, monsieur le président Alassane Ouattara peut nous offrir cette Coupe du Monde. Comment ça, il peut vous offrir cette Coupe du Monde? En relation Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire sera en liesse. Et comme il est économiste, l'économie ivoirienne va prendre 1 à 2 points. Donc c'est dans l'intérêt de tous. C'est vrai que on va pas, faut plus qu'on rentre dans la polémique. Je demande aux Ivoiriens, il ne faut plus qu'on rentre dans la polémique. Monsieur et aussi, pardon, je le demande à tous les Ivoiriens aussi. Hein, à tous les Ivoiriens, parce qu'il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu, des pères, des mères qui ont perdu leurs enfants dans cette crise. J'ai bien compris que le but de cette marche que vous organisez, qui partira de Noé jusqu'à Abidjan, du 1er au 18 décembre, 195 km à parcourir. Le but de cette marche est de demander ou de forcer la main au président Alassane Ouattara. Je ne force pas la main au président. Demandez au président Alassane Ouattara. Pardon à toute la Côte d'Ivoire. Non, vous avez quelque chose de précis à demander au président Alassane Ouattara, c'est de libérer les prisonniers politiques. Alassane Ouattara, en même temps que tu demandes pardon au président de la République, il faut demander pardon aux autres concitoyens. Hein? Il ne faut pas qu'on laisse sévir à nous cette haine. La haine est trop grave. Il faut que chacun se dise, ok, les 5 doigts sont contraints, un peu comme la langue et les dents et la bouche. On est contraints de vivre ensemble, monsieur. On ne sait nulle part où aller. Il n'y a que ce petit espace. Ceux qui veulent aller sont refoulés, soit ils sont esclaves, comme on l'a dit tout à l'heure, en Libye. Venir en Europe, ce n'est pas la solution. Alors que, comme je l'ai dit, c'est un peu comme vous avez un cahier de 50 pages. C'est vrai, il y a une page qui est très entachée. Mais si on se met ensemble, on peut sauver les 49 autres pages. Et on peut faire de belles écritures. Donc, parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, je prie tous les Ivoiriens qu'on se mette à ça. Arrêtons les électives, arrêtons les agressions, arrêtons tout. Il n'y a pas d'autre issue que
à ce que nous apaisons tous nos cœurs. Peut-on vraiment retrouver la paix en Côte d'Ivoire sans faire une rétrospective dans le passé et arranger ce qu'il s'est passé? Merci beaucoup. Le pardon, pour moi, c'est la base au début. Mais après, la réconciliation incombe au gouvernement. Il y aura une réconciliation. Mais avant d'aller à la réconciliation, moi, j'engage ce mouvement de pardon. Pour que le gouvernement sente que c'est un mouvement qui vient de la Côte d'Ivoire tout entière. Et que lui, le premier représentant du pays, il doit aussi se mettre dans la danse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis cohérent, c'est à nous, nous Ivoiriens, d'arracher notre liberté. Écoutez, parce qu'on a voté quelqu'un pour 5 ans, alors il doit sécuriter tout ce que nous avons. Non, il décidera en fonction de ce que le peuple ressent. Et à la date d'aujourd'hui, le peuple ressent la réconciliation. Il faut que le peuple aussi ressente le pardon. Monsieur Nyabokaku, vous avez été député indépendant. Vous avez donc eu l'occasion de rencontrer vos collègues du camp du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous leur avez un jour tenu de tels discours? Merci beaucoup, M. Mafou, parce que vous voyez que la dernière fois, vous m'avez surpris, vous avez pris des images, c'était titré Nyabokaku RDR. Nyabokaku, député RDR. Effectivement, quand je suis avec les collègues RDR, pour eux, je suis FPI. Pour eux, vous êtes FPI. Pour eux, je suis FPI. Quand vous êtes au FPI, ils disent que je suis RDR. Donc, finalement, vous m'avez dit je ne suis rien de ça. Vous êtes indépendant. Je ne suis rien de ça. Je suis peut-être l'ensemble. Je suis pour la Côte d'Ivoire, les Brakou. Je suis pour la Côte d'Ivoire, ceux qui souffrent. Je suis pour la diversité. Je suis pour la minorité. Je suis le peuple qui souffre. Je suis le peuple de la Côte d'Ivoire qui rit. Et quand on parle du peuple, M. Mafou, on parle de l'homme. Et l'homme est au centre de ma préoccupation. Et c'est pourquoi je suis un centriste. En tant que centriste, je suis président du groupe politique, enfin du parti politique, les centristes. Les centristes. D'accord, ma question était celle-ci. Vous avez souvent rencontré vos collègues du RDR. Je me présentais. Est-ce que vous leur avez tenu un tel discours à cette époque-là? Avec mes collègues RDR, nous avions fait des missions à l'intérieur du pays. La dernière mission que j'ai eue, c'était à Niamey. La salle était pleine. La population a demandé à ce que on soit leur porte-parole auprès du président de la République, qu'on puisse libérer leurs maris. C'était des femmes. La Côte d'Ivoire pleure. La Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire est en deuil. On ne peut pas porter un deuil pendant des décennies. D'accord, je comprends très bien. Les femmes ont demandé. Mais vous, M. Nyabokaku, est-ce qu'en privé, vous avez pris des députés du RDR pour leur tenir le discours que vous me tenez là? Je n'ai fait que ça, M. Mafou. Vous n'avez fait que cela? Je n'ai fait que ça. À combien sont-ils députés du RDR qui vous soutiennent dans votre démarche? Y en a-t-il? Je vais vous dire honnêtement, si on les prend en privé, ils sont tous pauvres. On peut dire 95% sont contre. Et en public? En public, non. Parce qu'ils respectent une ligne de conduite. C'est ça le problème du député. Le député élu sur un parti politique, donc il doit respecter la ligne directrice de ce parti politique. Corrigez-moi si je me trompe. Je pensais qu'un député est la voix des populations de sa circonscription et non la voix du parti. C'est la théorie. Ah, donc chez vous, un député ne joue pas son rôle. Monsieur Mafou, ne jouez pas l'innocent. Ah non, je ne veux pas jouer l'innocent. Ma députée s'appelle Elsa Fossillon. Si jamais nous portons une motion, elle ne respecte pas, elle est battue aux prochaines élections. Oui, d'accord, mais ici en France, c'est idem. Ici en France, c'est idem et c'est ce qui se passe en Afrique. Le RDR présente des députés, des candidats. Ils sont élus, c'est la ligne directrice
de la direction qui sera appliquée. Vous comprenez, et actuellement, la ligne directrice du RDR, c'est quoi? C'est l'exécutif. Et l'exécutif a une position qui gêne les députés de la base. Que voulez-vous qu'ils fassent? Dans votre pays, tous les pouvoirs sont cumulés dans les mains d'un seul homme. Malheureusement, oui. Malheureusement, le député ne sert donc à rien. Et moi, j'étais... Voulez-vous dire que le député ne sert à rien dans votre pays aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai fait une introduction. Je pense que soit certains m'ont compris, d'autres ne m'ont pas compris. Cela vient de la notion du peuple. Qui envoie les députés à l'Assemblée nationale? Normalement, c'est le peuple. C'est le peuple. Mais le député obéit à qui? Le député n'obéit plus au peuple, mais il obéit à l'exécutif. Ce qui pose un problème. Ce qui pose un problème. Et c'est pour ça que on fait des campagnes, on explique à la population, si vous voulez que l'exécutif s'occupe mieux de vous, gère mieux votre problème, il faut envoyer des députés qui ont ce charisme. Et qui n'appartiennent pas aux partis politiques au pouvoir. Non, pas forcément, mais des députés qui ont une personnalité, qui ont une conviction, parce qu'un député doit avoir une conviction. Un député doit avoir une autonomie intellectuelle. Mais quand il n'a pas ça, mais il est fondu au parti qui a fait de lui député. Vous voyez? Et moi, à l'Assemblée nationale, mon mandat, je l'ai pleinement, totalement à 100% exécuté. Parce que sur tous les projets de loi, j'ai porté ma contribution, soit des amendements pour l'améliorer, mais étant seul, que voulez-vous que ça passe? Après mes observations, on passe au vote. Et je suis toujours minoritaire. Et M. Mafou, la Côte d'Ivoire et mes collègues qui m'ont connu à l'Assemblée nationale ont vu le travail énorme que j'ai pondu à l'Assemblée nationale. Mais dans ma région, parce que si mon mandat se renouvelait par l'Assemblée nationale, je serais réélu. Ma région, qu'est-ce qu'il a fait? Ma région m'a rejeté. Ma région m'a rejeté. Pensant que vous n'aviez pas fait du bon travail, c'est ça? Qu'est-ce que ma région attendait? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que vous apportiez les changements à partir de leur doléance, n'est-ce pas? Quelles sont les doléances? Qu'on libère leur mari, n'est-ce pas? Je suppose. Ah non, c'était pas ça leur doléance. C'est quoi leur doléance? Leur doléance, c'était que le député n'est pas venu construire un hôpital. Leur doléance, c'est que le député ne m'a pas donné des billets de banque pendant la campagne. Voilà. Et ce qui fait que pendant ma dernière campagne, mon adversaire a investi au moins 1,5 milliard francs CFA. Mais je ne voudrais pas qu'on en revienne là, parce que... Non, moi non plus, je ne veux pas en revenir je ne voudrais plus qu'on rentre dans la polémique. Pas le passé est le passé. Actuellement, il faut qu'on regarde l'avenir. Il faut que... Je demande pardon à tous ceux-là que même j'ai pu offenser. À ceux d'Adiaké, ceux d'Assimi, ainsi de suite. Moi, actuellement, je n'ai pas d'idée arrière. Le pardon, en Agni, ça veut dire Djati. En Djoula, c'est Savali, je crois. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens, ce pardon que l'Africain a gardé dans sa culture, dans nos langues. Quand c'est trop grave, on se présente sur la personne, on lui demande pardon. Ça dit, la main, il y a une main qui est en bas et l'autre qui tape dedans pour dire pardon. Hein? Vous avez raison. Regardons devant nous, mettons-nous ensemble et puis avançons. Parce que l'avenir est plus meilleur, beaucoup meilleur que ce que nous avons perdu. Comment est-ce que cette marche-là va être organisée? Noé déjà se situe où? Noé, c'est le sud-est de la Côte d'Ivoire. Sud-est frontalier au Ghana, c'est bien cela? Frontalier au Ghana. Et pourquoi j'ai choisi Noé? On a une bonne colonie de nos compatriotes qui sont en exil au Ghana. Oui. Et vous voyez que quand vous êtes à Noé, il y a un pont de liaison entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce pont traverse le fleuve Tanoé. D'accord, je connais. Donc pour moi, ce pont, c'est le trait d'union entre nous qui vivons dans la Côte d'Ivoire et nos frères qui sont en exil. Et c'est à partir de là que je prends mon point de départ pour marcher. Je mets
je mets ma vie pas en danger, mais je vais endurer une souffrance. Oui. Parce que c'est pas facile. 195 km, c'est long. Je mets ma souffrance en cours, je vais marcher. D'accord. Et je dis que chaque pas que je vais poser, sincèrement, honnêtement, je regarde dans les yeux de tous les Ivoiriens, je vous demande pardon. Mettons-nous ensemble pour construire notre pays. Alors, vous souhaitez que pendant cette marche-là, vous débuterez peut-être seul ou avec quelques Ivoiriens, vous souhaitez que les Ivoiriens se joignent à votre mouvement, c'est bien cela? Vous voyez, M. Mafou, les choses sont bien faites que lorsqu'elles sont individuelles. Vous voyez que la décision de l'affaire est individuelle. Je peux appeler une marche publique, je mets des cars, les gens viennent, mais ils viennent parce que j'ai mis des cars à leur disposition, ils viennent parce que j'ai donné de l'argent aux gens pour qu'ils marchent. Mais non, je lance seul l'appel de marcher. Et chaque Ivoirien, à son âme et conscience, doit lancer l'appel que je dois emboîter le pas à Nyambo Kakou. Et ainsi de suite, toute la Côte d'Ivoire se retrouvera sur la route de Noué à Abidjan. Nous n'allons pas gêner la circulation. Oui, j'allais vous poser la question là-dessus. On ne va pas gêner, perturber la circulation. Vous marcherez que sur le trottoir. En file indienne. Nous allons pour une première fois être disciplinés. Parce que quand on demande pardon, on ne provoque pas en même temps. Il faut qu'on sente la sincérité dans notre approche. Et l'humilité. Et l'humilité dans notre approche. Parce que les choses sont tellement graves qu'actuellement, il faudra qu'on se dise non, non, il faut qu'on avance. Donc c'est dans toute humilité, il faut que le président de la République comprenne que trop c'est trop. On ne peut pas continuer. Le président, il est économiste, comme tout à l'heure je l'ai dit. Hein. Sa croissance se tourne autour de 8, 9. Et s'il libère Laurent Gbagbo actuellement, et s'il libère les prisonniers politiques avant Noël, vous voyez qu'il va décrisper la situation ivoirienne. Et vous voyez que ça serait une nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est une Côte d'Ivoire qui sait s'engager, c'est une Côte d'Ivoire qui sait combattre économiquement, c'est une Côte d'Ivoire qui est travailleuse. Et vous allez voir qu'on ira de l'avant. Avant-dernière question. Est-ce qu'avant de lancer ce mouvement, vous avez pris votre plume, vous avez envoyé une lettre au président de la République lui soumettant ces doléances-là? J'avais été candidat en 2015. Fin d'année 2015, j'ai lancé un message au président de la République de faire un grand geste envers les prisonniers politiques. Pendant la campagne présidentielle, le président de la République avait parlé effectivement de résoudre le problème de la réconciliation. Vous voyez? Mais jusque-là, les choses ne bougent pas. Je ne sais pas pourquoi les choses ne bougent pas. Est-ce que vous lui avez pris, vous avez pris un papier, vous avez pris un stylo bic, vous lui avez adressé une missive, lui posant ce problème-là? Non. 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 Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de commencer par là, tout simplement, avant de lancer une marche? C'est ce que je dis, je l'ai régulièrement demandé. Je l'ai régulièrement demandé. En public, vous savez que rien que l'orgueil de l'homme peut faire qu'il ne vous écoute pas lorsque vous lui parlez en public. Et dans les traditions africaines, on va toujours vers l'aîné ou pour lui parler en privé. Je suis d'accord. J'ai envoyé un mail sur le site de la présidence pour demander une rencontre. Le site, c'est pas lui qui lit. Oui, mais j'ai demandé à moi, dans ce cas, il ne faut pas qu'on mette ça en mettre un site. Écrivez-lui une lettre à recommander avec accusé réception. Tout à fait. Tout ça n'a pas abouti. Et je dis en toute humilité, Monsieur le Président, et là je viens de lui envoyer un courrier. Ah oui. C'est bien ce que je vous demandais depuis 5 minutes. Est-ce que vous avez adressé un courrier? Pour la marche, effectivement, bon, je lui ai envoyé un courrier pour dire, Monsieur le Président, pour les fêtes du Nouvel An, c'est dans un mois. Si vous voulez faire un cadeau à la Côte d'Ivoire, voici le cadeau tout trouvé. Vous allez voir que vous serez tellement grandi. Vous n'allez même plus avoir peur de cette Côte d'Ivoire. Vous avez été président pendant... Vous êtes dans votre deuxième mandat. C'est extraordinaire. Deuxième et dernier. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas, nous ne rentrons pas dans la polémique. Actuellement, les prisonniers politiques, le procès à La Haye m'intéresse beaucoup plus.
Oui, même s'il veut, c'est ce qui m'intéresse. Les gens me demandent, vous voulez être candidat? Mais non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment la Côte d'Ivoire va retrouver un brin de bonheur et de bien-être. Hein? Comment ça va lutter en Libye et chez nous, on n'arrive même pas à résoudre nos problèmes. Nous allons, avant de clôturer cette émission, je vais vous demander de regarder là. Tous les Ivoiriens sont ici. Vous avez un dernier message à leur passer aux Ivoiriens ou aux chefs d'État ou aux hommes politiques ivoiriens. C'est à vous. Merci beaucoup, chers compatriotes, chers Ivoiriens. Je vous aime beaucoup. Et pour la Côte d'Ivoire et pour vous, je me mets ma chair même en contribution. J'ai lancé un appel de marche que j'ai intitulé « La longue marche du pardon pour la liberté ». Pour la liberté parce qu'au terme, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera libre. Au terme, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pouvoir vivre ensemble. Au terme, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va casser toutes ces cloisons qui sont entre ces barrières qui sont entre nous. Donc je vous demande que, en toute humilité, on prenne possession de ce pardon. Chacun doit se dire, j'accepte le pardon. Et je demande aussi pardon à mon voisin. Et qu'on se lance dans ce mouvement, dans ce vaste mouvement, jusqu'à ce que le président, je demande au président de faire les dernières marches de la marche. Les dernières marches, quoi, les 10 derniers mètres, pour qu'on arrive à la place de la République le 18 décembre. Le 18 décembre sera un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Je vous en prie et je vous demande d'accepter cette échéance. Merci beaucoup, chers compatriotes. Chers téléspectateurs de JMTV+, nous vous remercions pour votre attention. Nous recevions donc l'ancien député d'Adiaké, M. Nyabo Kakou, qui est venu lancer un appel à ses compatriotes ivoiriens et même au premier d'entre eux, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous espérons que ce message passera. Restez connectés sur JMTV+. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.